ce qu'on a intitulé l'événement cirque à l'hôpital, être acteur de son travail dans les institutions sociales, sanitaires et médico-sociales, se soigner, s'insérer, habiter la ville, la cité. Voilà. Et donc on va entendre parler de tas d'expériences qui sont en contact direct avec le cirque ECA dans lequel donc nous nous trouvons et qui s'était implanté déjà, je crois, au CHRU il y a 2 ans et demi peut-être. Et voilà. Donc c'est un retour, je crois, sur le même terrain. Donc voilà. Et puis cette journée, nous l'avons dédiée à Jean-Jacques Martin, qui a beaucoup travaillé à l'EPIC de la Chênaie et qui a co-animé avec nous pendant longtemps la coordination Croix-Marine Centre et qui est décédé il y a très peu de temps et dont la famille a eu la gentillesse et la délicatesse de nous prêter quelques-unes de ses œuvres qui sont exposées ici et puis sur certains, je ne sais pas si on dit des murs, mais les panneaux extérieurs du cirque. Donc voilà, on pensera à Jean-Jacques toute cette journée. Et puis, très rapidement, on va, parce qu'on avait dit qu'on commençait à moins le quart. Bienvenue au CHU de Tours et sous le chapiteau du cirque ECA. Moi, je dirais que c'est la première fois que j'organise dans un établissement comme un CHU ce genre de manifestation, et c'est extrêmement compliqué. Tout est compliqué, donc vous avez vu qu'il n'y a pas de café ce matin, parce que voilà, c'est quasiment impossible à organiser sous un chapiteau, hein, voilà, avec les conditions un peu itinérantes de la journée de formation. Alors, je voulais simplement vous signaler les 2 choses. Vous avez vu déjà que les toilettes, ça n'est pas simple, que c'est ouvert parce que je l'ai demandé, et qu'on m'a dit que ce serait en cas d'urgence. Alors, je vous laisse apprécier chacun individuellement la notion d'urgence. Et puis, donc, pour le repas, c'est pas très simple non plus, mais donc, le self de trousseau vous est ouvert. Donc, j'ai réussi à pouvoir réserver 2 grandes tables de chacune 30. Et puis il y aura d'autres tables qui seront bien évidemment normalement accessibles. Et le tarif hospitalier. Un projet ou une envie, et puis porté par des soignants et les représentants de l'administration. Puisque un tel projet, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, un cirque. C'était une idée étrange au départ. Et je pense qu'il a été très intéressant de collaborer dès le début pour que ce projet puisse se mettre en œuvre. Quand cette association Cirque à l'hôpital a été contactée par Joanne Hélin et qu'ils ont pu déjà discuter de ce qui serait possible de faire. Donc on a été assez vite la direction sollicitée. Alors au départ, c'est sûr, il y a eu des réticences. Voilà, parce que Gaëlle travaille sur les 2 structures, les maisonnées, et Yann Brébion donc sur le défi à Montoire. Voilà. Donc le fameux défi qui est également un foyer d'accueil médicalisé pour adultes autistes. Donc on s'est proposé en fait, suite à votre invitation, on vous remercie parce que vous nous donnez l'occasion de venir témoigner un peu de ce qu'on fait. On s'est proposé de vous faire une intervention à 4 voix. Voilà. Le corps dans toutes ses dimensions, sensorielles, perceptives, spatiales, qui se donne à voir et à entendre de manière souvent étrange, parfois inquiétante. La rencontre avec les personnes autistes nous incite à reprendre contact avec nos éprouvés corporels infantiles, à renouer avec ce langage du corps que nous avons parlé autrefois et que nous avons oublié. Les travaux de Geneviève Vague, à la suite de ce rassemble et sur l'observation des différentes sensorialités. Chez beaucoup de personnes autistes, l'image du corps est incomplète, insuffisamment intégrée, démantelée. Des parties du corps restent psychiquement non investies. Le corps n'est pas vécu comme une unité différenciée de l'extérieur et le sentiment d'exister reste incertain, fragile, discontinu.
En corollaire, l'espace et le temps ne sont pas constitués comme catégories pour quelques personnes autistes. Dans ces lieux de vie que sont nos établissements, les arts du cirque sont une médiation originale avec les personnes autistes, car c'est au corps qu'ils s'adressent d'abord. Il s'agit de propositions d'expériences corporelles dans le cadre contenant du chapiteau et de la relation à un groupe de personnes réduit et permanent. Arrimés à une parole portée par les soignants, les exercices réalisés à partir des différents supports permettent aux personnes de se réapproprier des éprouvés corporels, sensoriels, perceptifs, proprioceptifs. La fonction narrative, attachée à ces expériences, aussi bien durant leur réalisation que dans les différentes réunions où elles sont parlées, réintroduit de la continuité dans les éprouvés corporels chez les personnes autistes et du lien entre les personnes qui les accompagnent. Le malaise, et cela dans une dynamique. Les stéréotypies, de plus en plus, chaque chose ou personne doit être à la place qu'elle a choisie. J'y suis particulièrement attentive car je suis sa référente depuis 6 ans, je la suis depuis son arrivée au Maisonnet, fais le lien avec la famille, suis son projet personnalisé. De plus, ces derniers temps, je suis aussi touché physiquement et mentalement. Je me fais agresser et ne trouve plus de réponse ou d'aide pour Louise. Louise, je suis dans l'impasse. Mais lorsque l'idée du séjour cirque fait sa place, je vois tout de suite de nouvelles choses possibles. Tellement de choses s'y sont déjà passées l'année dernière avec d'autres résidents. Car on avait fait un séjour cirque l'année auparavant. Nous pensons alors qu'éloigner Louise de sa maisonnée, de ses habitudes, de ses colocataires et accompagnants, créera une rupture dans son mal-être. Ce sera une autre approche avec un travail sur le corps, avec un autre groupe, d'autres intervenants, d'autres accompagnants. C'est à partir de ce moment-là qu'a démarré une deuxième phase dans le comportement guide. En effet, elle semblait lâcher la pression, au point d'être même dans le relâchement des sphincters. Il nous a fallu la changer 4 fois lors d'une session, au cours de laquelle il n'y a eu aucune agression, que ce soit envers les... Lors de ce séjour, c'est bel et bien une institution dans son intégralité, puissance par l'intermédiaire de quelques évoqués par divers supports, échangés à son sujet, même plusieurs années après. Nous souhaitions insérer un peu de temps linéaire dans le temps cyclique de l'institution, permettre à chacun de se saisir de l'événement pour pérenniser une histoire, difficulté autistique majeure, comme le développe Jacques Ottman dans ses travaux sur un territoire défini et nommé comme foyer d'accueil médicalisé. Un foyer de vie où résident des personnes adultes autistes. Au sein de ce territoire, comment se vit l'arrivée de quelque chose qui est extérieur? Territoire, extérieur, ligne de démarcation, franchissement, passage. La notion de territoire convoque ici son articulation avec l'espace autistique pensé par Salomon Resnick dans son livre L'expérience psychotique. Je le cite. Un territoire implique des garanties formelles et juridiques, le respect de la frontière. Souvent, les frontières sont plus ou moins voyantes. En territorialité maritime, on parle de limites cachées, présentes sous l'eau, dites lignes de respect. Il arrive souvent que le patient autistique ait ses frontières cachées à des profondeurs différentes et l'exploration sera d'autant plus difficile que la recherche devra être prudente et respectueuse et qu'elle devra essayer de ne pas enfreindre les lignes de respect. Donc le territoire de l'établissement dans lequel circulent d'autres territoires aux lignes de démarcation plus complexes à identifier. Le chapiteau, le cirque ECA, avant tout de l'extérieur. Cette greffe d'ouvert. Mais pour ça, il faut un lieu. Parce que Nathalie disait bien tout à l'heure, au fond, cette dimension-là, en référence à Pierre de Lion, d'une parole portée. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une parole portée, il faut qu'il y ait une atmosphère, une ambiance porteuse. Et ça, c'est la dimension de ce que de Lion, il appelle la dimension phorique. Hein, qui est une dimension qui est en rapport aussi avec ce que Winnicott développe quand il parle de toute la dimension du holding, du handling, etc. Et c'est ce registre de base de l'existence où Zondi, lui, il articule toute la dimension pathique de l'existence, c'est-à-dire toute la dimension du sentir sensible. Et au fond, on voit bien qu'il faut, dans les moments où chacun dans l'équipe est saisi plutôt par les émotions et où chacun balance ses symptômes à chaque autre et où on trouve plus d'espace sinon pour répondre aux agressions par de l'agression au passage à l'acte, par des passages à l'acte, au fond, la greffe d'ouvert d'un nouvel espace où on peut apaiser un petit peu ça et reprendre pied ailleurs,
à ce moment-là, ça ouvre à une possibilité de penser que peut-être l'agression, c'est de l'agrippement. Et que du coup, il est possible de penser à nouveau, quoi. Alors que la pensée, tout un chacun, a été paralysée dans cette fragmentation générale. Alors, la dimension phorique, au fond, soutient la possibilité d'accueillir les symptômes, vous disiez, hein, accueillir les symptômes, y compris dans l'équipe, c'est-à-dire de toute cette dimension dite que de Lyon, lui, l'appelle sémaphorique, hein, c'est les symptômes qui s'intègrent dans l'équipe, mais qui ne peuvent trouver finalement une issue et un cheminement que si on accède à la troisième dimension, mais qu'à voir aussi avec la dimension narrative ou instituante, au sens d'Ockman et compagnie, qui est la dimension métaphorique. Hein. Phorique, sémaphorique, métaphorique. Et là, dans le métaphorique, en fait, là, il faudrait retravailler peut-être un peu les questions de l'angoisse, mais je pense que c'est parce qu'il y a de nouveau une greffe d'angoisse, et qu'il y a une angoisse possible. Et que lorsque l'angoisse est possible, alors on passe de l'émotion à la dimension de l'émoi. Et on peut être sensible avec un certain émoi parce qu'on a retrouvé quelque chose d'un assentiment. On a retrouvé quelque chose d'une attention, vous disiez. Hein, c'est-à-dire reprise de contact avec le registre de base de l'existence qui est avant la distinction sujet-objet. C'est-à-dire toute une dimension qui a à voir avec le circulaire, avec le cyclique, avec le corps, avec tout ça, mais dans son émergence même. Hein, parce qu'au fond, ce que pourrait permettre, par exemple, les boules, c'est de se tenir, mais dans une certaine émergence. Une petite araignée. Le cirque est peuplé d'araignées. On ne le sait pas. Il y a des êtres à 8 pattes qui tombent du ciel comme ça. Voilà, la bête de dos est là. Donc, on a des ancêtres. Donc, c'est ça aussi, toute cette dimension-là, moi je trouve qu'elle est très importante. Vous êtes tout seul? Non, vous êtes quelques-uns. 6. 6, et vous êtes tous les 6 ici à la table. Pas fait 12, mais bon. Voilà, je suis comédien écrivain et je travaille beaucoup sur l'handicap psychique. Je les fais écrire, ou bien des fois je les enregistre au dictaphone. J'ai commencé ça en 1987. Et par une anecdote, j'étais dans la chambre de Camille Claudel à Montevergue, à Montfavet, et Monsieur Dourcin me dit, 92 ans, il me dit, tu sais où c'est qu'on est là, et il me raconte, bon, je vous raconterai ça un peu plus tard, mais je voulais simplement vous dire que, comme les artistes, on a de moins en moins de moyens pour travailler avec les handicapés, on a fait, je sais pas, à Avignon, parce que j'ai formé des gens, je suis un peu vieux maintenant, j'ai formé des gens qui maintenant mettent un chapiteau qui avait la thématique de la folie. Et ça était avec le collectif des 39. Voilà. Et comme on a de moins en moins de moyens, il y avait des super inventions, des super moyens pour pouvoir détourner le droit à l'image, les tuteurs, la curatelle et tout. Par exemple, pour moi, pour les filmer, j'ai pris des risques et je les ai faits. Voilà. C'était juste pour vous dire que chez nous, on dit fada. Et fada, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire porté par les faits. C'est-à-dire que là, il y a Dieu, là, il y a les humains, au milieu, il y a les elfes, il y a les esprits et il y a les fadas. Les fadas, c'est quelque chose pas péjoratif, c'est-à-dire que il est dans le secret, c'est un homme qui est dans le secret de Dieu, voilà. Et je me suis renseigné dans d'autres civilisations au Maghreb, les fadas entre guillemets, c'est pas quelque chose qu'on peut éloigner, enfermer et tout, ça porte bonheur. Vous voyez ce que voilà, c'était juste pour vous donner le côté de dire, il y a un peu, moi je travaille et j'ai des super anecdotes que j'ai sur mon site où des fous me disaient, des fois je me demande si je suis fou, si c'est la vérité. Il me disait, il y a des fous partout, même dans les asiles. Et j'ai fait, bon voilà, et je l'ai dit dans des spectacles de rue, un peu à la Mouna, voilà, des choses comme ça. Mais après je vous raconterai un peu le travail qui a été fait, et on va travailler avec la prison de Fleury, avec l'hôpital, et des handicapés psychiques qui vont écrire pour des enfants, des personnes âgées et tout. Voilà. Merci beaucoup. Comme disait Toscaïès, hein, si vous n'étiez pas tous fous, hein, on ne voit pas bien comment on pourrait tomber amoureux fou de vous. Donc, essayez, voilà, on tombe toujours amoureux fou. Donc, je passe la parole aux amis de la chaînée. Qui prend la parole d'abord? La folie, c'est pas celle des fous, hein, c'est celle de chaque homme, chaque femme. Derrière, il va y avoir...
spectacle de cirque. C'est en train de passer derrière, je crois. Alors, le cirque, c'est très thérapeutique pour diverses choses. Parce que j'ai vu à la télé ouais, des spectacles de cirque. Oui, mais je fais partie cette année. Avec Joanne. Avec Joanne. J'ai fait du fil, j'ai chanté. Joanne nous a bien motivés. Puis le spectacle, un spectacle, ça se prépare. Et la prévention au début. On peut avoir le trac. Comme ici. Ouais, la prévention, le trac. Après, quand on a fini la prestation, on a le contentement. Et c'est vrai que Johan et Joanne disent un peu bégayer, alors Marie-Hélène. Non, vraiment, elle est bégayer. Non, mais j'ai trouvé un truc. C'est Joanne. Joanne et Johan nous disent amusez-vous bien avant de jouer. Voilà, moi je vais essayer de resituer un petit peu le contexte. Nous venons tous de la Chênaie, nous sommes un collectif de soignants et de soignés. Donc je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas la Chênaie, c'est une clinique qui a été fondée sur les principes de la psychothérapie institutionnelle. C'est donc en prenant soin tous ensemble de l'institution que nous pouvons aider les gens à se soigner et à retisser des liens qui sont rompus par les troubles psychiques. Le club thérapeutique de la Chênaie est un outil très important pour mener à bien cette mission. Il offre plein d'espaces de partage où chacun peut déposer ses ruminations au vestiaire le temps de ces échanges, où on peut se rencontrer l'autre autour de la musique, du sport, de la peinture et bien d'autres choses encore. Ces échanges se font entre Chénéens, mais aussi à l'extérieur de la Chênaie, à l'intérieur où on invite des gens de l'extérieur. Donc c'est ainsi que la compagnie, on a eu le plaisir d'accueillir la compagnie ECA dans le but de créer un spectacle pour les fêtes de fin d'année, donc l'année dernière. Et pour cela, on a eu droit à quelques ateliers où il s'est passé plein de choses très très agréables et très enrichissantes. Et voilà, et en fait, c'était pas la première fois où on collaborait avec la compagnie des Fous Furieux. Donc il y a Johan qui va peut-être pouvoir nous en parler un peu plus, vu qu'il a eu l'occasion de participer à différentes expériences. Moi, je prends la parole comme le témoin historique de la présence de Johan dans un premier temps, de la compagnie Fous Furieux, et puis l'existence des cas par la suite, qui sont finalement trois entités différentes, mais intimement liées. En 2003, est arrivé Johan pour un stage, son premier stage à la Chênaie, puisqu'il était sur des études de psy. Il a été programmé de faire un spectacle pour Noël. Il y a eu un mois d'atelier en Voici, qui est la salle en gros de concert de la Chênaie. Voilà, c'est parce qu'il y a une recherche de la forme que ça pouvait prendre, dans la mesure où c'était un peu nouveau pour les uns et pour les autres d'utiliser cette chose-là comme média de rencontre, média de soins, suivant ce qu'on pourra y condenser. C'est aussi l'avantage de la présence du club du coup, sur la clinique, en tant que ces choses-là ont été possibles par l'intermédiaire du club, sans quoi on a pu entendre tout à l'heure des difficultés au sein de l'hôpital pour construire des choses un peu alternatives, dans le sens où il n'y a pas de médiateur. Johan est revenu sur une deuxième séquence de stage, et ensuite il a conduit des ateliers mais de façon plus informelle.
Et ensuite, il y a eu ce qui a été le point central de l'émergence des CAM. On en parlera par la suite. L'implantation du chapiteau. Pendant 8 mois, en fait, le chapiteau a été installé dans le parc de la Chênaie sous une forme d'échange. C'est-à-dire, la compagnie avait plus de lieu de résidence. La Chênaie faisait le lieu de résidence et en contrepartie, il y avait des ateliers qui étaient conduits par les membres de la compagnie auprès des gens de la Chênaie. Donc, implanté 8 mois, mais 4 mois d'atelier dans la mesure où il a servi de chapiteau pour la fête de juin, pour ceux qui connaissent la fête du club. Et ensuite, 4 mois de septembre à décembre, des ateliers extrêmement réguliers, 1 à 2 fois par semaine. Où des gens parfois venaient et participaient activement aux ateliers et parfois venaient dans cet espace comme simplement un espace de rencontre, à savoir le souvenir d'une personne dans le culte du détail comme ça, dont j'ai pu entendre parler par ailleurs. Une personne qui a regardé le chapiteau de loin dans un premier temps, qui au fur et à mesure s'est rapproché du chapiteau, qui est allé jusqu'à la frontière même, et une fois a pu le dépasser et s'est retrouvé autour de cet espace qui était a priori l'espace de parole et qui pour elle a été l'espace où elle se posait, elle pouvait regarder les choses sans participer pour autant aux ateliers, elle était bel et bien là avec nous, ce qui était en tant que tel une chose à vivre. D'aller dans la construction du spectacle qui était l'aboutissement de c'est quand même de l'atelier cirque dont il s'agit, c'est aussi un bon moyen d'illustrer parce que c'est en faisant les choses de manière circuelle, je sais pas comment on peut dire, de manière jonglesque, voilà. C'est en jonglant ensemble qu'on a appris à se soigner aussi, parce que moi je suis pensionnaire avec Frédéric et Marie-Hélène. Je tenais à le souligner, c'est qu'il y a 3 moniteurs de la Chênaie et 3 pensionnaires qui sont venus aujourd'hui pour vous présenter ça. Donc on va vous faire un autre numéro et puis après on en discutera tous ensemble et après on pourra répondre à vos questions. Voilà. Avec des encouragements. Alors, donc on a appris un peu à jongler. Donc Johan au début, voilà, c'était 3 balles, j'ai mis du temps à jongler comme ça. Au début, je les ai tombées toutes les 3 secondes. Je me débrouille un peu mieux, il m'a pris une petite figure comme ça, côté, 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 encore côté, on essaye double côté, on essaye triple côté. Oh là là, c'est dur. Je suis pas seul à jongler, il y a un super jongleur aussi qui s'appelle Frédéric. Montre-leur ce que tu sais faire. C'est pas grave Frédéric, c'est pas grave. On a tous le trac, hein. Donc voilà, c'est... Bravo. On t'écoute. On s'est dit, donc on vous a montré du jonglage, des acrobaties, on s'est dit pourquoi pas mélanger les deux. Alors, Florian va nous faire un super équilibre, et entre ses jambes, on va essayer un passing, c'est-à-dire on jongle Frédéric et moi ensemble au milieu de ses jambes. On va essayer, hein, faut nous encourager.
ça va? Ok. Attention. Et se mettre la galope. Moi, pour ma part, cet atelier cirque, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres. J'entendais tout à l'heure les notions d'ouverture, de fermeture. Moi, vraiment, cet atelier, je retiendrai que l'ouverture d'esprit, à travers aussi ce qu'on peut faire avec notre corps, bien entendu, mais pour moi, le corps et l'esprit vont de pair. Et donc, Frédéric, je le connaissais, mais pas plus que ça. Et le simple fait qu'on se mette à jongler ensemble, ça a développé une certaine connivence. Et ça a permis de construire vraiment encore plus fortement un lien. Alors, un lien, bon, bien sûr, social, après, amical aussi pour ma part, mais toujours est-il que voilà, ça ouvre les choses, ce genre d'atelier. Moi, j'ai vraiment à cœur d'affirmer devant vous tous et toutes qu'il faut que ce genre d'atelier survive, surtout à l'heure où il y a des lois très dures dans le milieu psychiatrique. Donc du coup, parce que nous, les pensionnaires, ce genre d'atelier, pour nous, c'est une aubaine inespérée. Bon, il se trouve que moi, je suis un peu artiste sur les bords, donc j'en profite dès qu'il y a des ateliers comme ça, je m'engouffre dedans parce que j'en ai besoin pour exister. Mais là, vraiment, cet atelier cirque, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, au début, il y avait des personnes qui viennent découvrir avec Joanne, super big dédicace pour Joanne, qui nous a fait un super travail, merci. Et donc, en fait, au début, on ne se connaît pas tous, on découvre les agrès, voilà. Moi, très vite, je me suis prononcé pour les balles. Et donc, au fur et à mesure que l'atelier continue, on construit un spectacle ensemble qu'on a fait pour le Nouvel An. C'est ce que vous voyez là. En fait, ça, c'est le spectacle qu'on a fait au Nouvel An à la Chênaie. Et en fait, c'était vraiment super parce qu'on a formé une équipe, mais une réelle équipe. On était soudés les uns vers les autres. On avait tous un trac monstre avant le Nouvel An. Mais c'est une expérience formidable. Et voilà, je voudrais juste terminer, après je passerai la parole à Frédéric pour dire qu'il faut que ce genre d'atelier continue, tout simplement, parce que ça soigne, vraiment ça soigne, mais j'ai envie de dire, j'irai peut-être au-delà, je ne veux pas choquer, ça soigne pas seulement que les pensionnaires. Enfin, je veux dire, comme disait, excusez-moi, j'ai peur de mal dire votre prénom, Ulysse. Et comme disait Ulysse tout à l'heure, alors sans rentrer dans une thématique spirituelle qui n'est pas forcément appropriée pour tout le monde, parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes croyances, mais je trouve en effet qu'il faut respecter la folie. Et que aussi les plus fous sont pas forcément ceux qu'on enferme des fois. Et donc en gros, moi je trouve vraiment que ce genre d'atelier, ça permet d'aplanir tout ça. Voilà, merci. L'atelier cirque, ça permet de s'évader, voilà. Tout est dit, c'est pas une affaire. C'est vrai que Jonathan a dit pas mal de choses pour le coup. En termes de tissage de liens, il y a vraiment des choses de cet ordre-là où, par exemple, les acrobaties que vous venez de voir juste avant, les liens qui ont dû s'instaurer d'abord entre Frédéric et moi, entre Jonathan et moi, entre eux deux, pour pouvoir s'aider là-dedans, se porter là-dedans, appréhender son propre corps, appréhender le corps de l'autre, c'est quand même pas quelque chose qui est forcément banal. Et ce média-là le permet en tout cas. Et un truc fédérateur autour du collectif, parce qu'au départ on est tous bien que quelques singularités comme ça éparses dans l'atelier de tous les jours, où chacun retrouve des choses qu'il savait faire, où chacun en apprend des nouvelles, mais il y a un désir commun qui émane de cet atelier et qui vraiment, ça symbolise bien le collectif qu'on retrouve dans la vie institutionnelle, en tout cas chez nous. Donc, je voulais parler de ça et puis revenir sur un point que Stéphanie disait en préambule, c'était sur les ateliers. On parle souvent d'un individu comme ayant une constellation autour de lui. L'atelier cirque que Joanne nous a proposé à la Chênaie, en lui-même, il avait sa constellation aussi d'autres ateliers. Ça a fait participer la soupe, qui est une espèce de journal interne, ça a fait participer la déco, les chiffons, la cuisine, la musique, le chant et compagnie, et où du coup c'est vraiment venu pointer tous les individus de la Chênaie. On s'est tous vraiment fédérés autour
d'une même chose, parce qu'il y avait un but aussi. Hein. Effectivement, si cet atelier restait un peu dans le vide, sans but, on n'en serait pas là actuellement. Et on avait tous envie de prendre notre pied quand même à faire un putain de spectacle, parce que c'était quand même vachement chouette, comme vous pouvez le voir derrière nous. Pardon. Voilà, je reprends un peu mon souffle, je reprendrai peut-être la parole tout à l'heure. Par rapport à mes ressentis, particulièrement, dire que les ateliers cirque en fait sont proposés, mais ça reste un objet. Cet objet, il faut s'en saisir, d'accepter que ça puisse heurter en fait son quotidien, la routine. Comme il est nécessaire de permettre la rencontre de l'autre hors statut social. Je reprendrai aussi, c'est juste des petites touches, la notion d'esthétique qui a pu développer, j'ai pu entendre dans la bouche de Jean Girard qui est fondateur de La Chaînée, et au sens esthétique, il met pas mal de choses, et ça fait partie de cette esthétique aussi nécessaire à l'intérieur d'une institution comme le jardin, comme l'esthétique de la rencontre, comme l'esthétique de l'être soi, comme toutes ces choses en fait. Référence aussi à Jean-Jacques Martin qui a pour moi défini le milieu, la lutte nécessaire contre le retour du même. On peut parler de symptômes, on peut parler de plein de choses, finalement on aura tous nos mots, mais le cirque ou la musique, ou plein de prétextes comme ça, trouver les prétextes pour lutter contre le retour de ce même qui vient nous aliéner. Et empêche aussi la rencontre avec l'autre et l'émergence du désir, puisqu'il s'agit un peu de ça, et la notion de citoyenneté à l'intérieur de genre d'institution, mais qui peut être interne à genre d'institution, comme ça peut être interne à d'autres si on en décide l'émergence ailleurs, comme j'ai pu en entendre le souhait dans d'autres institutions. Et dire que dans ce genre de choses, comme disait Jonathan, les choses seront mises à plat, on est tous face à un média qu'on connaît formal ou pas du tout. Pour le coup, soignant, ça ne veut plus dire grand-chose, et que ça fait grand bien. Il arrive ce mélange entre le personnel et le professionnel qui me semble être nécessaire pour la rencontre. Je ne dis pas de nier en fait les statuts et puis pourquoi on est ici les uns les autres, mais peut-être un peu changer les rapports. Il y a plein d'autres choses, mais je ne vais pas tenir le flash. Ah oui, il y a un contentement aussi qui se fait quand on a fait le spectacle. J'ai pas plus parce que j'ai parlé tout à l'heure. Chanter, juste pour compléter, parce que peut-être que vous n'osez pas le dire dans cette situation, mais le contentement à la nuance du plaisir, c'est qu'il a une finalité, en l'occurrence le spectacle. C'est le concept qu'a développé Marie-Hélène. Je fais juste le porte-parole de ce qu'elle pouvait en dire. Et je trouve ça vraiment, vraiment super intéressant, parce que c'est là où le spectacle, pour le coup, est pas complètement anodin dans l'histoire. Bon, là, c'est pas facile de passer en dernier, parce que pas mal de choses ont déjà été dites. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que, ce que disait Jonathan, surtout, c'est que, c'est important, à un moment donné, si on veut soigner aider les gens à se soigner, c'est de soi-même être capable d'humilité, d'être capable de montrer ses faiblesses aussi, pour que les autres aussi puissent se lâcher aussi, et c'est dans ces espaces, dans ces ateliers, est rempli de représentations et d'imaginaire. Et comment se font les indications vers ce groupe? Pour quels adolescents? Pour ce qui concerne le reste, les indications d'orientation sont posées par le ou les thérapeutes individuels, mais peuvent aussi être discutées en synthèse. Ce sont souvent des adolescents en rupture de liens sociaux, familiaux, scolaires, etc. Ils ont souvent été victimes d'agressions, sexuelles en particulier, et sont pour beaucoup pris dans des processus de violence auto- ou hétéro-agressive. Et tu sais, beaucoup sont déjà sur le fil.
Mais comment tout cela se gère-t-il? Car c'est hors les murs. Et oui, en effet, il y a le temps du trajet en minibus. Cet espace, matérialisé par le vieux Ford de Johan, est déjà en tant que tel un espace contenant. Il s'y dit des choses entre les ados, mais aussi avec les accompagnateurs. Nous sommes déjà bien là dans un espace transitionnel, entre, intermédiaire, qui sépare, mais aussi qui relie. J'ai cru comprendre que c'était déjà un peu le cirque dans ce fameux Ford, avec des moments drôles, risqués, des émotions, du vécu, quoi. Nous aussi, avec les ateliers libre-cours et Brigolo, lorsque nous sortons, nous pouvons voir aussi tout cet intérêt d'aller hors les murs. Lorsque nous allons, par exemple, avec les ados, au musée des Beaux-Arts, pour découvrir avec Virginie de nouvelles manières de lire les œuvres d'art, c'est souvent pour les ados un endroit qu'ils n'oseraient jamais approcher, un musée. Tout à fait, à la différence que le cirque constitue une médiation qui peut servir de transition à la parole d'un sujet dans un espace corporel, où chacun pourra bien sûr s'initier aux arts de la piste. La mise en jeu de l'espace corporel dont tu parles, ne crois-tu pas que nous retrouvons cela dans ce qui se passe aussi chaque vendredi soir à l'atelier Imagine et les médiations théâtrales que nous propose Nathalie, notre stagiaire art-thérapeute? Oui, mais s'ils sont 9 ados sur Imagine, ils ne pourraient peut-être pas aussi nombreux sur ECA. Et puis les indications ne seraient pas forcément les mêmes. Toutefois, il y a quelques points communs. Cirque et théâtre ne sont pas sans la possibilité d'être face à l'échec, à la castration symbolique, de ne pas réussir aussi facilement que prévu. Tenir en équilibre, ou déséquilibre sur le fil ou sur une boule, se retrouver face à un public observateur, peuvent réactiver des angoisses, comme nous le rappelle Johan. Et il me semble que ce qui compte, c'est aussi le fait de participer, nous aussi, au même titre que les ados, aux jeux d'expression, qui ne sont pas les jeux du cirque. Nous aussi, nous nous exposons, nous prenons soin de l'engagement de chacun, qu'il puisse se faire en confiance et avec respect. Nous en sommes garants et usagers aussi, en quelque sorte. Comme sur les différents ateliers que nous co-animons, l'espace de parole est un temps essentiel de début et de fin de séance. C'est aussi le lieu du dépôt des colères, des joies, des tristesses ou encore des peurs. C'est aussi un moment qui facilite la mise en mots, l'accès à la symbolisation, à l'élaboration. Je vois. Comme un espace scénique avec ses rituels qui donnent à chaque atelier un cadre, c'est un temps particulier qui ouvre et qui referme le temps particulier du jeu, de la transposition, de la création, de l'imaginaire. Si j'ai bien compris, ECA, c'est aussi un espace et un temps où l'on permet à ces ados, souvent en mal de repère, comme tu l'as dit tout à l'heure, de se resituer dans un lien à l'autre différent. Exactement. Avant tout, aider chacun à parler de lui, en douce, en contrebande, en jouant, comme lorsque nous étions enfants. C'est la stratégie du détour, comme dans notre atelier d'écriture avec Marie, dans lequel on tente de passer une écriture scolaire, de se dégager de ses codes, de ses règles, pour aller vers une écriture plus singulière, finalement, qui parle de soi. Nous puisons aussi dans le registre de la mémoire, ça a été dit déjà ce matin, de l'imaginaire du réel, et nous tentons aussi d'en faire des combinaisons. D'associer. De superposer. De confronter. De représenter. Bref, de faire surgir des liens. Et nous aussi, sur l'atelier d'écriture, qui écrivons aussi, nous partageons avec eux ce travail d'expression que nous livrons à la lecture, que nous offrons. Là aussi, les efforts fournis par chacun, partagés, comme sous chapiteau, dans une complémentarité, garantissent respect et liberté. Finalement, le plus important, c'est qu'au fond, tous ces médiateurs, qu'ils soient le cirque, l'écriture, le jeu théâtral, le bricolage, aident chacun à se mettre en scène autrement, à traduire des émotions, des difficultés, des aptitudes, des compétences, des doutes. Oui, c'est un matériel clinique que l'on obtiendrait parfois difficilement en situation classique d'entretien duel, qu'on ne pourrait pas forcément approcher, ni même soupçonner. Souviens-toi des surprises que nous avons eues si souvent avec Paul, Élodie et tant d'autres. C'est ce qui fait la richesse de ces groupes. C'est l'inattendu. C'est découvrir, se découvrir, penser neuf. Ces ateliers sont ainsi un brin de la tresse du réconfort, de l'écoute, de la compréhension d'eux-mêmes que nous tentons d'apporter à ces adolescents qui vont parfois si mal. Heureusement que nous prenons le temps chaque semaine pour tenter nous aussi de comprendre ce qu'il s'y passe. Constamment, nous devons réfléchir, adapter, réajuster nos projets
qui ne sont là qu'en valeur de témoins en quelque sorte et dont on s'éloigne parfois. C'est du vivant. Ça c'est sûr, ça bouge, c'est plastique comme diraient d'autres. Et surtout, on s'y amuse beaucoup. On y pleure parfois, mais on y rit aussi beaucoup. Il suffirait peut-être d'une supervision qui nous fournisse, à nous aussi, un lieu tiers qui nous aide à nous interroger plus encore, à réfléchir, à avancer. Et ce serait parfait. Un CATTP idéal en somme. Mais Marie-Christine, un CATTP, ce ne serait plus un CATTP alors. Car tu sais bien maintenant, à l'hôpital, CATTP égale c'est avec très très peu. Et pourtant, on a l'art, on a les gens. Il ne manque parfois que l'argent. Merci. Juste pour vous citer, avant de parler de ce que vous avez vu peut-être défiler derrière nous, par ordre d'apparition dans les dialogues quand même, Joanne, que bien sûr tous et toutes vous connaissez ici, Joanne est là, psychologue clinicien. Marie Roman, journaliste indépendante, co-animatrice de l'atelier d'écriture. Virginie Danseau, donc médiatrice culturelle du service socio-éducatif des Beaux-Arts de Tours et qui est co-animatrice, qui l'a été toute l'année, une fois par mois, de nos ateliers. Et Nathalie, qui est donc Nathalie Renoux, qui est ici présente, qui est notre stagiaire art-thérapeute au Centre Reste depuis le mois de septembre, et future art-thérapeute, qui est co-animatrice des ateliers Brigolo et Imagine, une fois par semaine aussi. Voilà, juste un petit mot sur effectivement ce que vous voyez défiler, parce qu'il se trouve que bien avant que Joanne nous fasse cette demande d'intervenir cet après-midi, sur l'un des 4 ateliers que nous co-animons ensemble, le mercredi après-midi, qui a été nommé il y a déjà 2 ans Brigolo, il s'est trouvé qu'un collègue nous a fait une proposition au travers d'une affiche qu'il avait récupérée au Centre de création contemporaine, que vous avez dû voir, voilà, qui est une affiche des Toits de Mexico, hein, et où il nous a glissé, donc c'est Arnaud Silla qui nous en a parlé, c'est une autre collègue qui l'avait ramené, mais Arnaud nous a fait la proposition aussi d'essayer d'imaginer ce qu'on pourrait peut-être faire comme stratégie de détournement de cette affiche. Et cette affiche est restée à peu près 2 mois dans l'atelier qui concerne pratiquement, la salle d'atelier qui concerne tous les groupes. Et puis, nous avons passé devant, parfois réagissait mais assez peu. Et puis un jour, voilà, on avait de la matière, on avait fini une séance sur plusieurs groupes d'un atelier précédent. Et on a imaginé, effectivement, avec Nathalie, Marie-Christine et moi, l'idée qu'un cirque arrivait dans la question, quand elle nous a été posée de l'hospitalisation et du cirque, m'apparaissait au départ peut-être un peu antinomique, parce que le cirque renvoie plutôt à un espace circulaire, avec un concentré d'émotions, de spectacles, de quêtes, de dramatisation, etc. Faire son cirque, ou le cirque aérien, alors que l'hôpital, c'est pas péjoratif, hein, c'est simplement dans l'idée de tout ce qui se passe dans ce concentré-là, alors que l'hospitalisation renvoie plutôt à une mise en repos, au recul, voilà, quelque chose qui est extrait à un moment donné, après un passage à l'acte souvent grave, hein, pour la moitié des adolescents qu'on reçoit, où il y a un temps d'hospitalisation qui leur est parfois contraint, sans parler de mise au frigo, en tout cas il y a une rupture nécessaire avec quelque chose qui est figuré autour de 48 heures où ils ne peuvent avoir accès à leurs parents, voilà, qui peuvent appeler pour prendre des nouvelles, mais où ils ne peuvent pas communiquer avec l'extérieur. Donc quelque chose qui vient vraiment forcer un peu la question d'une réflexion sur le lien, d'une réflexion sur leur vie, et donc qui s'extrait de la vie qu'ils avaient avant. Alors évidemment, hein, ce temps d'hospitalisation va nous permettre de travailler sur les raisons de ce passage à l'acte, et puis plus globalement, évaluer leur santé psychique et leur fonctionnement à la fois individuel et environnemental, avec les pairs, l'école, la famille. Voilà, on se sert du lien qu'il va y avoir avec l'ensemble de l'équipe soignante plurielle, pluridisciplinaire, avec donc chacun dans sa fonction qui va aborder, rencontrer l'adolescent. Et puis le médiateur, je vais reparler du cirque dans un deuxième temps, c'est aussi toute la question l'interne et l'externe, parce que notre premier temps est vraiment un temps d'observation, c'est-à-dire un temps où l'adolescent se pose, et on a besoin de ce temps, encore une fois, où voilà, on s'extrait de ce qu'il fait habituellement. On l'oblige pratiquement à penser. Beaucoup d'adolescents supportent très mal d'être brutalement sans rien à faire, entre guillemets. Alors, on a des activités, donc des médiations le matin, l'après-midi, donc tous les jours, mais peu de temps, hein, qui ne remplissent absolument pas leur espace d'hospitalisation, et c'est presque volontaire, parce qu'il ne s'agit pas du tout de remplacer le fonctionnement dans lequel ils étaient par un autre fonctionnement aussi
accaparant et qu'il y ait ou non des conduites addictives ou des questions qui les éludent, ils sont obligés là d'être un peu face à eux-mêmes, face à ce qui se passait, et donc de tenter d'aborder avec nous leur mode de fonctionnement et mécanismes défensifs quand il y en a. Nos supports sont des supports pour l'essentiel internes, groupe de parole, art-thérapie, je pense... Alors Dominique, tu vas en reparler, hein. Oui, ben, on va quand même essayer de faire un duo improvisé. Bonjour, je me présente, je m'appelle Dominique Jolac-Santenero et je suis assistante sociale. Tout à l'heure, je vous expliquerai peut-être pourquoi on m'a demandé de venir intervenir pour parler non seulement de l'unité d'adolescents, mais en fait, comme Robert vient de vous dire, lorsqu'ils sont hospitalisés, ils sont hospitalisés et on ne sait pas, on n'utilise pas le CIRC-ECA durant l'hospitalisation. En revanche, c'est durant cette hospitalisation et cette prise en charge qu'on va réfléchir et penser à l'intérêt de ce type d'activité. Je ne sais pas, j'ai pas vu Joanne, mais mon rôle est particulier dans cette histoire, c'est malheureusement de trouver des sous, parce que ça c'est bien compliqué de trouver des sous pour permettre aux adolescents qui ont été hospitalisés, qui sortent et qui vont bénéficier de cette médiation, de pouvoir en profiter. Et malheureusement, jusqu'à présent, on a réussi à en faire bénéficier qu'à 2. Mais ça me fait très plaisir de venir en parler parce que je crois que ça a été fort utile pour ces deux-là. Et je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc pour revenir et faire lien avec Robert, il vous parlait un peu de toutes les autres médiations qu'il y a dans le service et durant l'hospitalisation. Il y a également de l'escalade. Là aussi, on pourrait penser que c'est une sorte de prise de risque et autres. Cette activité escalade se fait avec à l'extérieur du service, avec un infirmier du service qui les accompagne et qui fait de l'escalade avec eux. On pourrait imaginer qu'il y a la même prise de risque, mais je mets tout de suite en parallèle avec justement cette autre médiation qui est le CIRC-ECA, c'est que c'est fort différent à mon avis parce que là pour le coup, ils vont faire une activité, mais ça n'est pas non plus amalgamé à la parole et au groupe de parole. Ce que j'aime bien quand on travaille avec Joanne et les situations qu'on veut lui présenter, c'est qu'il ne parle plus d'activité cirque, il parle de groupe de parole. Et finalement, moi ça m'intéresse davantage parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, il y a la médiation qui est utilisée, cette prise de risque, ce travail, ce jeu, mais il y a aussi après tout le travail psychique que ces adolescents peuvent faire, et ces adolescents particulièrement en difficulté, puisque, alors du coup je vais vous en parler, il y en a un notamment qui a pu en bénéficier grâce aussi à M. Collin, et il vous en parlera tout à l'heure, mais c'est ce genre d'adolescents qui fréquentent les services d'adolescents hospitalisés, mais aussi tous les services sociaux, qui est connu pratiquement de beaucoup de services, parce que, alors dans notre jargon, alors je crois que vous êtes beaucoup d'infirmiers, mais dans notre jargon d'assistante sociale ou d'éducateur, on appelle ça les incasables, et je pense que ça peut vous parler. Et ce jeune-là a pu bénéficier durant toute une année de cette médiation, et il a pu enfin, et on a pu enfin entendre un professionnel nous dire, là il se pose, là il parle, là il prend des risques, mais des risques mesurés, et là il peut enfin un peu exprimer toute sa douleur et sa difficulté à se faire, entre guillemets, éjecter partout. Et moi je voulais vous parler de cette situation parce que je trouve que ces adolescents qui nous mettent bien à mal, qui font que certaines fois on ne peut plus les supporter, on ne sait plus comment s'y prendre, même si on arrive bien à comprendre ce qui se joue et ce qui s'est passé dans leur enfance et autres, c'est extrêmement compliqué pour nous de les prendre en charge au quotidien, dans le service et autres. Et on comprend aussi comment les équipes éducatives, combien c'est difficile pour eux de les choyer, de les entourer, et de les réparer. Et lorsqu'on entend, grâce à ce type de médiation et de ce travail, là aussi, je pense que les médiations thérapeutiques, elles ont le mot et toutes leurs mots dans le mot thérapeutique. Et je pense que, notamment au CIRC-ECA, lorsque ce sont des professionnels, certes, qui connaissent le cirque, mais qui connaissent aussi un tout petit peu et modestement l'humain, on va rester modeste,
Je crois que là, ça aide beaucoup à prendre en charge justement ce type d'adolescent. Le deuxième qui a pu bénéficier de cette médiation, c'est un jeune qui était totalement en retrait, qui peut-être même, et ça l'avenir nous le dira, rentrera dans une maladie psychiatrique à l'avenir, mais à l'adolescence, on essaie justement d'éviter ce genre de choses. Ils sont sur le fil et on va essayer de les aider à s'en sortir. Et ce jeune-là, pareil, même dans le service. Alors, on ne vous a pas précisé, mais ce service d'adolescence est un service de 12 lits. Donc, il y a 12 adolescents pratiquement en permanence ensemble et en groupe. Et cet adolescent, durant l'hospitalisation, ne disait rien, se retranchait dans sa chambre, lisait, mais était complètement fermé avec le monde extérieur. Et on a travaillé cette situation avec Joanne, et là aussi, alors, ce sont des tout petits riens. Je dis toujours, c'est comme si on mettait un petit caillou sur leur chemin, mais ce petit caillou va faire qu'un jour, peut-être, ce chemin sera un petit peu mieux pavé. Donc, du coup, c'est certainement qu'un petit caillou, mais d'aller et d'utiliser cette médiation qui est le Cirque Eka, et donc, une fois de plus, lieu de parole, lieu où on va le prendre en compte, où il en est avec ses difficultés, où on avait réfléchi aussi avec les autres ados qui allaient l'accompagner. Du coup, ce jeune a pu un tout petit peu plus sortir des mots, dire un peu sa difficulté, dire un peu ce qui se passait dans sa tête et en lui, et surtout aussi dire combien, alors là aussi, travailler avec des adolescents, c'est travailler avec les familles, dire combien c'était difficile aussi avec sa famille. Et ça, je crois que pour toutes ces raisons, je pense qu'en effet, ce type d'aventure, il faut non seulement les utiliser et les exploiter, mais je crois qu'elles nous sont fort précieuses dans un temps où, CATTP n'ont pas de sous, mais l'hôpital n'a pas plus de sous, bon voilà, et on nous demande de faire avec des bouts de ficelle des miracles avec des adolescents qui vont de plus en plus... Pour prendre en charge des adolescents qui n'avaient plus de solution d'accueil. L'espèce de saint noir, c'est vraiment un whisky. Le noir s'offusque et lui dit, mais monsieur, je ne vous permets pas de me parler comme ça, et l'autre récidive, oui, ben, tout ça. Et il lui dit, mais si j'étais à votre place, comment vous prendriez les choses? Ben oui, on échange. Donc le blanc se met derrière le comptoir, le noir sort dehors, et le noir rentre dans le bar, et il lui dit, et toi, c'est le blanc, c'est vraiment un whisky. Là, le blanc lui répond, désolé monsieur, l'établissement ne reçoit pas les personnes de couleur. Et donc il y a des gens qui sont toujours du mauvais côté du comptoir. Et en 93, j'étais en formation d'éducateur spécialisé, c'était ma dernière année. J'étais en train de terminer la construction de mon comptoir et j'avais pratiquement la dernière chose à faire, c'était de mettre mon petit panneau d'éducateur, et j'ai été faire un stage à la Chine. Et donc mon moniteur de stage, c'était Jean-Jacques Martin. Et là, bon, par rapport à la question du travail social, et bien évidemment, le travail social, c'est une relation d'aide. On ne peut pas faire l'économie de la rencontre, on ne peut pas faire l'économie du transfert, on ne peut pas faire l'économie du contre-transfert. Je dirais de ce foutu contre-transfert, parce que quand vous travaillez avec des populations difficiles, par rapport à tous qu'ils vous envoient, et bien évidemment, voilà, la première réaction, des fois, c'est de partir en courant. Ce que j'ai appris dans le cadre de ce stage, c'est de voir avec quoi ces gens étaient aux prises. Et un événement qui m'a marqué, c'est une situation de violence avec un malade mental, quoi, et une situation donc, où j'ai été amené à maîtriser ce malade mental, à l'amener dans le bureau du psychiatre qui prenait en charge, le docteur Jean-Louis Place. Et là, de voir ce psychiatre qui s'est mis, passez-moi le terme, mais qui s'est mis à engueuler ce malade, comme si c'était quelqu'un de normal, par rapport à l'inacceptable de l'attitude et l'agression qu'il avait commise. Et alors que je connaissais cette personne depuis 3 mois, que je n'avais jamais vu tenir un propos cohérent, ce malade qui a exprimé quelque chose de cohérent par rapport à ce qui s'était passé. Et vraiment très interrogé par rapport à cet événement, donc d'aller d'en discuter avec Jean-Jacques Martin, et qui me renvoie, il dit, mais si la personne vit, c'est qu'il y a une partie saine de sa personnalité, et qu'on peut toujours y faire référence. Alors, revenu avec les adolescents en grande difficulté par rapport à ce qu'on peut en dire, mais la partie saine de la personnalité de ces gamins que l'on accueille, elle est majeure.
Et puis ceux avec quoi ils sont aux prises, ça a quand même beaucoup d'écho à ce qu'on a pu, avec ceux avec quoi on a pu être aux prises lorsqu'on était nous-mêmes adolescents. Et dans notre position d'adulte vis-à-vis d'eux, comment c'est rassurant pour eux, eh bien de savoir qu'on peut faire avec ce quoi ils sont aux prises. Parce que si nous, adultes, on n'arrive pas à faire avec eux, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils arrivent à faire avec eux-mêmes. Et donc dans cette logique de prise en charge socio-éducative, c'est-à-dire que nous, on travaille vraiment avec des outils relationnels, avec, bon voilà, ce que je mets en avant généralement, c'est le concept de l'institution juste de Paul Ricoeur, hein, c'est celle qui a pour viser le bien vivre ensemble dans un cadre légal. Donc nous, on fait de l'accueil en lieu de vie, avec un accueil sur des lieux de vie avec un couple d'accueillants qui assure une proximité, une permanence, une continuité du lien. Je pense que c'est très important. Et puis par rapport à des aspects difficiles, bien justement, de ceux avec quoi ils sont en prise, eh bien, on est très intéressé d'avoir des partenaires dans une dimension plus thérapeutique, parce qu'on tient à avoir auprès de ces jeunes qu'une posture d'éducateur. C'est-à-dire que nous, on ne se pose jamais la question, on ne leur renvoie jamais la question de leurs troubles mentaux, généralement ce qu'on leur renvoie par rapport à c'est l'inacceptable de leur comportement, des systèmes de pensée. On ne peut pas croire à un œcuménisme en pédopsychiatrie ou en psy de l'ado sur les considérations théorico-cliniques. Donc le champ de pensée, la structuration du champ de pensée, en fonction de ça, guide l'action et guide le rapport, plus particulièrement à la pédopsychiatrie, que j'ai toujours connu, tu le sais, entre éducatif et soin, c'est-à-dire ce vieux débat, psychanalyse, pédagogie, avec les uns comme tu le signalais pour la pédagogie institutionnelle, Fernand Houry ou Gabriel Cohn-Bendit, mais également cette question fondamentale de la place, quelle est la notion et la place qu'a un adolescent dans sa construction subjective de devenir sujet. Cette question-là, elle est centrale, et même centrale au regard clinique. Est-ce qu'on est dans le Ford ou est-ce qu'on est au milieu du gay? Parce qu'il me semble que Ford, en anglais, c'est le gay. C'est un gay. Je passe la parole à qui d'abord Catherine, Catherine qui tient des petits carnets magnifiques. C'est beau, hein, des petits carnets comme ça. Voilà, c'est ça. Un atelier clown, au fond, c'est ça. C'est tout ça. C'est un atelier clown. Voilà, comme ça. Je suis metteur en scène à Paris et je viens tous les mois à la Borde pour faire un atelier théâtre, un atelier qui dure une semaine. C'est depuis 5 ans maintenant. Je suis venue la première fois en 2005 à la Borde, puis en 2007 où j'ai co-mis en scène le spectacle du 15 août, 15 août étant la fête de la clinique. Et depuis Jean Houry m'a demandé de venir pour que le théâtre ait lieu, non pas seulement au moment du 15 août, mais toute l'année. Et à partir de cette période, en septembre 2007, je suis venue toutes les semaines. Je viens toutes les semaines. Tous les mois, une semaine, pardon. Mais il se trouve qu'est arrivée Leïla, qui est maintenant lectrice à la Borde et qui est aussi comédienne. Et l'atelier s'est organisé avec ce rythme d'une semaine par mois. Et quand je ne suis pas là, il y a Leïla, qui est une lectrice, qui assure, qui fait l'atelier une fois par semaine, le mardi après-midi. Qui fait qu'il y a un vrai rythme, mais qui est une suite, je veux dire, de rencontres. Rien n'était prévu. Moi, je ne savais pas que j'allais donner des ateliers aussi régulièrement à la Borde. Tout ça, ça s'est organisé comme des rencontres. Et
et le rythme de l'atelier aussi. Alors cet atelier qui dure une semaine, c'est vrai que c'est assez intensif, puisqu'on travaille tous les après-midi, à partir de 2h30 jusqu'à, ça dépend, des fois jusqu'à 19h, jusqu'à l'heure du repas. Et puis, ça arrive qu'on travaille après le repas, qu'on prépare un spectacle, ou juste pour le plaisir de passer encore du temps ensemble. Donc, quand je viens à la Borde, il y a un peu comme une sorte, je participe, je viens pas juste pour faire des heures d'atelier, je circule beaucoup dans la clinique, je vais à des réunions, c'est une sorte de, je partage le quotidien pendant la semaine. Mais rentrons dans le vif du sujet, approchons. Pour parler de l'atelier, je dirais que c'est une aventure, depuis que ça a commencé, et que nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin parce que cet atelier se fonde sur une recherche. Certainement la recherche que je portais en moi. D'où ça vient tu vas juste introduire là. D'où ça vient le langage du clown? C'est une question assez ouverte. Alors le clown, c'est vrai qu'on pense au cirque, ça tombe bien, c'est pour ça. Le clown avec ses grands pantalons, ses trop grandes chaussures, son nez rouge évidemment. Ce qu'on pratique, c'est, je sais pas, mais en tout cas c'est ce qu'on appelle le clown de théâtre, qui se rapproche de la technique du jeu masqué. C'est Jacques Lecoq, entre autres, qui a introduit ce travail du jeu masqué en France. Donc on considère que c'est un nez rouge. Et on considère ce nez comme le plus petit des masques. C'est un masque. Et ce masque, comme tous les masques, c'est pas forcément sacré, mais en tout cas c'est quelque chose de magique. Et ce masque, ce nez rouge ne se met pas n'importe comment. Il faut faire attention. On dit que le nez rouge, on ne met jamais le nez rouge à vue. On est obligé de se cacher pour mettre le masque. Et puis, il y a une sorte de petite préparation avant de mettre le nez. Donc, ça marche vraiment comme un masque, ce nez rouge. Et puis, cet aspect du masque, et puis ce qu'on appelle le jeu masqué, qui est un théâtre qui s'appuie, qui se fonde dans le regard avec le public. L'orientation de ce théâtre, c'est face publique. Ça fonde l'acteur, ça lui donne même naissance, on va dire, cette relation. Et donc tout le principe de jeu masqué, que j'appelle, tu dis,
une grammaire qui articule le ici et là. Et ça, c'est vraiment le principe de base, où l'acteur n'est jamais, enfin, n'est pas un interprète, mais il n'est pas dans l'interprétation. Il donne à lire ce qu'il vit ici. Et cette articulation entre le ici et là, entre autres, dans cette articulation du regard, c'est un regard qui n'est pas juste le mouvement des yeux, c'est un regard qui engage le corps. C'est-à-dire que quand je regarde ce qui se passe là, je tourne ma tête, mon cou, mes épaules, et j'articule face publique. Et c'est pas un mouvement d'interprétation, au moins presque un mouvement mécanique, ici et là, ici et là. Et on peut, ce que je regarde, c'est un toucher. En fait. Je touche quelque chose qui me touche. C'est un contact qui, d'une certaine manière, enfin, même si c'est très fin, enfin, à peine visible, mais ça fait une sorte d'impression sur mon visage que je donne à lire au spectateur. Donc, qui fait que l'acteur il ne sait pas ce qu'il vit ici, en l'articulant au là, dire au public. C'est ce qui va le mettre dans le savoir de ce qu'il est en train de vivre. Après, il y a toute une grammaire aussi qui a à voir avec ce que je disais tout à l'heure, de créer du vide, du entre, donc qui a à voir avec la retenue, avec la retenue délimitée. Et c'est même, je dirais, tout le travail du clown, parce que la liberté imaginaire, chaque être a de la liberté en soi, de manière absolue. Mais tout le travail, c'est justement d'intégrer cette grammaire pour faire advenir cette liberté, ce monde propre à l'acteur. Finalement, le clown est par essence, peut-être plus par existence scénique, il est extrêmement libre. Mais cette liberté a des limites, elle ne va pas jusqu'à tout pouvoir dire. De même que quand on est sur un divan, on dit qu'on dit tout, mais est-ce qu'on dit réellement tout? Donc il y a quand même des contraintes d'une certaine ouverture, finalement. L'ouverture a ses contraintes. Mais par contre, il n'y a pas de limitation sur je peux tout dire ou pas tout dire, dans la mesure où le clown est une transformation. On pourrait dire que dans le clown, on pourrait dire qu'il y a trois parties. Il y a l'acteur, celui qui travaille, qui conduit, qui conduit par l'intégration de toutes ces grammaires, contraintes de jeu, on pourrait dire, qui taille son clown. Donc l'artisan, la conscience, la matière, on pourrait dire que sont sensibles, sont inconscients,
cette chose vibrante qui lui échappe, qui est par nature quelque chose qui échappe. Et en troisième lieu, le clown, qui est cette création de soi, créature de soi. Donc c'est vrai qu'on dit chercher son clown, on dit chacun son clown, enfin c'est vrai, je pense, c'est sûr même. Mais je crois que c'est en tout cas c'est l'acteur, son intime, on pourrait dire, c'est l'acteur qui travaille. Et c'est pour ça qu'on dit que l'acteur accueille ou porte son clown. Et c'est pour ça, oui, pour rejoindre ta question, c'est pour ça que le clown, c'est de l'ordre d'une... C'est pas quelque chose de brut, c'est une transformation. Et il n'y a pas... Enfin, le clown, c'est un poète. C'est accéder à la poésie, à sa propre poésie, on pourrait dire. C'est de l'ordre de la poésie. Le clown, c'est révélé... Enfin, je l'appelle c'est celui qui naît de la faille. Il naît de l'écart entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est. Et c'est pour ça qu'il y a chacun de nous, il y a un clown, et qu'il naît dans le terrain de l'embarras. C'est forcément... Le clown, c'est forcément l'embarras. Il ne peut pas être ailleurs. Il est forcément dans la difficulté d'être, que nous partageons tous. C'est pour ça que ça se partage très bien, le clown. Mais il y a quelque chose d'insensé dans le clown, c'est que cette chose, cette difficulté, ce terrain d'embarras, c'est quelque chose qu'on cache, mais que dans le clown, on dévoile. Mais on le dévoile d'une forme en le portant au-delà, enfin, dans la présence, au-delà de soi. On le porte dans la présence. Parce que justement, dans ce dévoilement de la faille existentielle de l'être que porte le clown, reste à savoir aussi si finalement le travail du clown, c'est surtout, avant tout, le champ de cette révélation de la dimension de la faille existentielle, mais est-ce que c'est pas risqué finalement de produire ce saut-là dans une sorte de surexposition de l'intimité de cette faille? Peut-être que j'anticipe un peu. Non. Oui, il ne faut pas faire n'importe quoi avec le clown. C'est sûr qu'on ne peut pas jeter comme ça. Des fois, ça fait envie quand on travaille à l'atelier. Des fois, il y a des gens qui viennent pas forcément tout le temps et puis qui voient le travail qui est en train de se dérouler et ça leur donne envie de s'élancer comme ça immédiatement sur scène. Mais c'est pas possible. C'est vrai que c'est ne serait-ce que le petit rituel là, du nez, ça prépare à ça prépare, c'est une préparation, c'est un rassemblement, un recueillement, et que c'est vrai que ça ne peut pas se faire n'importe comment. C'est vrai qu'il y a un peu, c'est déjà arrivé, des gens qui, ça arrivé une ou deux fois à l'atelier, qui voulaient, mais qui étaient dans quelque chose comme ça, de la transgression d'emblée. Mais c'est vrai que le clown, il y a quelque chose de... Il y a vraiment du courant très très fort, enfin un courant, on pourrait dire, de tension. Et que c'est pour ça que le clown est un cheminement. Et
qui se fait par rapport à l'intégration de cette organisation du jeu, et on pourrait dire du jeu de l'intime. C'est-à-dire que souvent tu nous reproches de faire un peu notre acteur, de ce qui pourrait se traduire en faire la star en quelque sorte, comme un joueur de foot qui serait un peu trop individualiste, ou quelqu'un qui ferait un peu trop ce qu'on voit trop souvent à la télévision. C'est pour ça que je pense que cet embarras du clown, finalement, il est embarrassant pour pas mal de gens ici. Parce que c'est rare qu'on entende ce genre de choses. Et je pense que être clown, ça suppose vraiment un dépouillement extrême. Ça suppose c'est une expérience d'humilité fabuleuse, où le vide de l'être, là on y est totalement confronté. Et c'est justement ce regard-là qu'on renvoie, que le public renvoie, qui est constitutif d'un monde interne. Et c'est ce monde interne qui peut seulement là s'exprimer par cette confrontation à ce regard, je pense. Mais c'est vrai qu'un clown, il est toujours aimé, il est désiré, il désire venir, enfin il y a quelque chose comme ça du désir. Il est aimé pour sa venue et il est dans le clown est un candide. C'est celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Le clown n'a pas d'histoire. C'est pour ça que ça fait beaucoup de vide. On ne vient pas en disant oh, à midi, il faisait chaud, je vais me mettre sous un arbre. Le clown, il est, enfin, je cite, il est l'histoire qu'il raconte. Il naît dans l'instant. Et le fait. Le clown ne peut pas faire référence à son histoire propre. C'est pour ça que le clown, c'est pas une parole personnelle. C'est de l'ordre de l'intime, intime, extime. Et qui s'invente dans l'instant. Et s'inventer dans l'instant, c'est vraiment être confronté au vide. Et donc on a vu ça, ça dépend des périodes. Donc on pourrait dire que quand le clown vient, il est là, au milieu de la scène. C'est pas. Ah. L'acteur, souvent, on pourrait dire que c'est le clown puisqu'il a le nez rouge, mais je crois que c'est plutôt la parole de l'acteur qui dit je sais pas quoi dire, que faire. Mais cette parole-là, ça veut dire que l'acteur est au bon endroit pour aller vers le clown. Il n'y est pas encore. On pourrait dire que c'est ce point de je ne sais pas, mais qui va produire, dans cette gêne, qui va produire une matière sensible faite de gestes, de répétitions, de chercher les mots, donc c'est toute cette chose-là, toute cette agitation, ce corps comme ça qui se débat face au vide, on va dire que ça produit une matière, et c'est cette matière qui va faire sujet. Voilà, donc ça c'est le principe, ça va faire sujet, et on pourrait dire que entre